le marché des alternatives aux produits animaux. Un podcast du LIT Ouest-RL. Nos choix alimentaires répondent à de plus en plus de critères. Bien que l'alimentation soit une question individuelle qui nous permet d'exprimer nos appartenances socio-culturelles, les mangeurs contemporains doivent également prendre en compte les enjeux collectifs de l'alimentation dans la composition de leurs assiettes ou le choix de leur régime. Et végétaliser son alimentation est aujourd'hui présenté par les politiques publiques comme un enjeu collectif majeur. D'après une récente publication du Sénat, comme la sobriété, cette végétalisation est souhaitable pour des raisons qui touchent à la santé, à l'indépendance protéique, mais également à l'environnement. Enjeu à la fois sanitaire donc, mais aussi social, territorial et environnemental. Végétaliser les assiettes, c'est en fait rééquilibrer les apports en végétaux et en animaux dans les régimes. Rééquilibrer, d'accord, mais comment ? De la végétalisation de nos rues à celle de nos assiettes, les végétaux ont le vent en poupe. En seulement 30 ans, le nombre de produits alimentaires contenant des protéines végétales a été multiplié par 20. Effectivement, l'étude de référencement réalisée en 2019 par le groupe d'études et de promotion des protéines végétales démontre une hausse incontestable. En 1989, seulement 300 produits contenaient des protéines végétales. Il y en a près de 5500 aujourd'hui. Alors, comment expliquer cet essor ? Et à qui les produits vegan-friendly s'adressent-ils ? D'ailleurs, de quoi parle-t-on lorsqu'il est question de protéines végétales ou d'alternatives aux produits animaux ? Et est-ce la même chose ? C'est ce à quoi nous tenterons de répondre dans cette 4e et dernière série de podcasts. Épisode 2. Les protéines végétales et les Français. Si c'est pas un animal, c'est peut-être un végétal. Un végétal. Comme nous l'avons expliqué dans le précédent épisode, le marché des substituts végétaux aux produits animaux est actuellement en plein essor. Le secteur a généré près de 11 milliards d'euros dans le monde en 2019, soit une croissance annuelle de plus de 18%. Pour faire simple, toutes les catégories de produits sont maintenant concernées par la végétalisation de l'alimentation. Des plats préparés, snacks, aux substituts de viande, de lait ou de fromage. Même les marques non spécialisées se lancent dans la bataille du végétal en proposant de nouvelles gammes. C'est le cas des marques distributeurs comme Système U avec U et végétarien, Leclerc avec Natévi de la marque Repère, ou encore Carrefour Veggie. Mais les alternatives végétales ont aussi atteint les rayons de la nutrition spécialisée. On les retrouve dans le baby-food avec par exemple la marque américaine Sprout, ou la nutrition sportive avec les barres de céréales de la marque française Mule Bar, certifiées bio et vegan. At Mule Bar, we are proud to show you how we produce our handmade bars with strength and passion. Ce n'est pas encore vraiment le cas dans le domaine de la nutrition clinique, mais on peut s'attendre à ce que ce domaine suive la tendance dans les années à venir. Selon Patrick Bassot, président du groupe d'études et de promotion des protéines végétales, cette croissance est liée à plusieurs facteurs. Les principaux sont la recherche de produits nutritionnellement plus adaptés, la montée en puissance du végétarisme et du flexitarisme. À ce sujet, vous pouvez aller écouter le 5e épisode de notre seconde série de podcasts. Le prix des matières protéiques végétales, souvent inférieur à celui des protéines animales. Depuis 2011, le baromètre de Protéines France dresse un état des lieux, des connaissances, des pratiques et de la perception des consommateurs français vis-à-vis des protéines végétales.
La 6e édition de ce baromètre, réalisée en 2022, confirme que l'attente de produits naturels et de qualité est en forte progression et que la notoriété des protéines végétales augmente. Elles sont considérées comme la 3e source de protéines la plus importante par les Français, derrière la viande et les œufs. Un œuf. Pour la première fois depuis 2011, les protéines végétales passent devant le poisson. Perçues comme naturelles, bonnes pour la santé et respectueuses de l'environnement, cette image positive se diffuse chez les Français. 22% d'entre eux déclarent en effet avoir changé leurs habitudes alimentaires au cours de ces 12 derniers mois et manger plus de protéines végétales. Je sais, j'ai beaucoup changé. Pour la plupart, ce changement est motivé par un désir de diversification de l'alimentation ou pour l'environnement. Bon, d'accord, mais de quelles protéines parle-t-on ? En tête des produits de gamme végétale, les plus consommés par les Français, on retrouve les alternatives à la viande, les desserts, puis les boissons végétales. Au total, 44% des Français déclarent avoir déjà acheté des produits à base de protéines végétales. La part d'acheteurs fréquents reste faible, mais stable, avec 1 Français sur 10. Les consommateurs sont toujours curieux et diversifient le type de produits achetés. 59% d'entre eux ont déjà acheté des alternatives végétales au steak animal et environ 40% ont testé des desserts végétaux et des boissons végétales. C'est environ 20% de plus cette année pour chacun de ces produits. Les plats cuisinés et barres énergétiques sont également en hausse. De plus en plus. Alors que l'Agence nationale de sécurité alimentaire recommande un rééquilibrage à 50-50 entre les sources animales et végétales dans nos apports en protéines, on ne consomme aujourd'hui qu'environ 30% de végétal contre près de 60% d'origine animale. Dans ces 30%, la grande majorité est apportée via la consommation de céréales et seulement 1% par la consommation de légumineuses. Traditionnellement appelée la viande du pauvre, et malgré leur contribution à de nombreuses recettes traditionnelles, on pensera ici au cassoulet du sud-ouest ou aux mogettes en Vendée, les légumineuses et légumes secs souffrent actuellement d'un manque de modernité culinaire. J'ai envie d'un œil neuf, d'une vision jeune. Méconnu du grand public, considéré comme difficile à cuisiner et à digérer, le peu de légumes secs que nous continuons de consommer est importé à plus de 70%, essentiellement d'Argentine, du Canada, de Turquie ou de Chine. Un des principaux freins à leur consommation réside dans leur aspect peu appétissant et leur couleur terne. Un challenge de taille est donc à relever pour restructurer cette filière, relocaliser la production et faire preuve d'inventivité pour proposer des solutions permettant d'intégrer les légumineuses dans le quotidien des consommateurs. En ce sens, de grandes campagnes de sensibilisation sont actuellement en cours afin d'encourager les Français à changer leurs habitudes alimentaires. Des innovations ont également commencé à apparaître dans le commerce, comme des mélanges de céréales et de légumes secs prêts à l'emploi, ou encore des pâtes à base de farine de blé et de légumes secs. Faites avec 100% de lentilles corail, elles sont riches en protéines végétales. Difficile d'évaluer les effets de ces campagnes d'information, mais il est certain que les médias et les réseaux sociaux jouent un rôle primordial dans l'adoption de nouvelles pratiques alimentaires. Selon le baromètre de Protéines France, la moitié des consommateurs ayant déclaré consommer davantage de protéines végétales au cours de ces 12 derniers mois l'ont fait sous l'influence d'un professionnel de santé, alors que 64% d'entre eux ont été influencés par les médias. Au menu, aucune viande ni poisson, mais des céréales, des crudités et bien sûr des légumineuses. Dans ce chemin vers une végétalisation de l'alimentation,
Les chefs ont également un rôle à jouer. Christophe Moret ou encore Thierry Marx s'emballent pour l'univers du végétal et ont contribué à sa promotion. On va faire un risotto de petite épeautre avec des légumes du marché. Et puis derrière, je pense qu'on mangera une fougasse parce que c'est la bonne saison. Récemment, le restaurant Ona de la chef Claire Vallée devient le premier restaurant français vegan à être étoilé. Ils amènent ainsi progressivement le végétal à changer de statut, pour ne plus être un simple accompagnement, mais occuper une place centrale dans nos assiettes. Et pour le reste du monde, ça donne quoi ? Réponse avec notre expert Vincent Dedé. Les tendances sont différentes suivant les pays et suivant les habitudes. Par exemple, il y a une étude très sérieuse de la Food Safety Agency au Royaume-Uni qui montre que la consommation d'alternatives carnées a doublé en 10 ans au Royaume-Uni. Et d'une manière générale, les études consommateurs montrent qu'il y a quand même une fracture entre le nord et le sud de l'Europe pour les consommations d'alternatives carnées, avec un marché un peu plus favorable au nord qu'au sud. Mais quand on regarde en fait les freins spécifiques au développement de ce marché, c'est-à-dire les personnes qui ne souhaitent pas abandonner la viande pour une alternative végétale, en fait on retrouve les mêmes motivations de réticence qui sont les aspects traditionnels de certains plats, le fait que la viande soit manifestement au centre de la plupart des menus et que ce soit plus facile, plus pratique à cuisiner la viande par rapport aux alternatives carnées telles qu'elles sont présentées, avec moins de variété, plus de temps pour préparer des légumineuses, etc., etc. Donc en fait, les freins pour les consommateurs aujourd'hui, ils sont de plusieurs ordres. Sur les produits existants, c'est-à-dire les produits transformés, c'est avant tout des freins de goût et de texture. C'est-à-dire que les consommateurs ne retrouvent pas dans les produits du marché le goût et la texture de ce qu'ils veulent substituer. Alors c'est vrai dans l'ensemble, c'est pas forcément vrai dans le détail. Par exemple, les burgers de Impossible Food sont assez difficiles au goût et à la texture à différencier. Mais en Europe, on se nourrit pas de burgers à tous les repas. Et donc les alternatives des autres produits, les saucisses, la farce, etc., paraissent assez insuffisantes. Et puis, il y a des freins qui sont là mis en avant du côté des scientifiques, en particulier des nutritionnistes, qui est la composition nutritionnelle de ces produits. Et est-ce que le reste du monde suit la tendance des États-Unis ? Dans le reste du monde, la tendance au développement est toujours là. Par exemple, Impossible Food, il a fait plus 50% de son chiffre d'affaires en 2022, malgré le retournement américain, parce qu'il se développe dans le reste du monde. Il reste que, quand même, le Veganuary, par exemple, donc le janvier vegan qui a beaucoup de succès au Royaume-Uni, eh bien, a été un demi-échec cette année pour ses promoteurs, puisqu'il y a 1 million d'acheteurs en moins de substituts carnés sur les 3 premières semaines de janvier 2023 par rapport à l'année précédente. Et les 2 motifs principaux fournis par les gens qui s'éloignent de ces produits-là, c'est d'abord le prix, 40% d'entre eux, et aussi le défaut d'intérêt ou de goût, 40% d'entre eux aussi. Mais attention, parce que les viandes ont aussi reculé, alors un peu moins que ces produits-là, mais sur la même période, à cause de l'inflation, il y a eu 3,2% de moins de consommation de viande aussi. Donc il n'y a pas que l'effet inflationniste n'est pas que reporté sur ces produits-là. D'après une étude du groupe Kerry, réalisée en 2022, 60% des consommateurs britanniques ont commencé à manger des produits végétaliens parce qu'ils les considéraient comme plus sains et 67% des Brésiliens continuent d'en acheter car ils veulent améliorer leur santé et celle de leur famille. Pour les Américains et les Australiens, ce sont plutôt des considérations environnementales qui motivent leurs achats. 63% des Américains et la moitié des Australiens pensent que c'est meilleur pour la planète. Ainsi, l'image positive des légumes et légumineuses permet de répondre aux besoins de réassurance et de regagner la confiance des consommateurs. Mais le veggie, est-ce vraiment plus sain ? C'est ce dont nous parlerons dans le prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés.